Mes chers collègues, nous avons notre troisième audition. Nous avons le plaisir, l'honneur d'accueillir Monsieur Nicolas Tenzer, président et fondateur du Centre d'études et de réflexion pour l'action publique, le CERAP, que ceux qui vont nous regarder, nous suivre en vidéo, on connaisse, parce que vous faites des interventions assez régulières dans les médias. Monsieur Tenzer, je vous remercie d'être présent avec nous, j'allais dire cet après-midi, mais maintenant ce soir, et ce qui me permet de vous présenter mes excuses pour le retard très important que nous avons dans cette audition et l'attente que vous avez subie. C'est à l'insu de notre plein gré, selon la formule consacrée, et j'espère que ça ne vous met pas en difficulté pour vos obligations personnelles. Je vous remercie évidemment d'avoir attendu, et je m'excuse une fois de plus, c'est vraiment inopiné. Je m'excuse aussi pour le changement imprévu de la première date d'audition, qui est lié au fait que j'étais malade et que j'ai pas pu, c'était subi, et donc je n'ai pas eu le temps de transférer l'organisation de l'audition à un des vice-présidents. Donc pareil, je vous présente mes excuses pour aussi ce premier changement de date. Monsieur Tenzer, vous êtes spécialiste de philosophie politique, vous êtes un observateur à la fois de la vie politique française et des relations internationales depuis longtemps. Vous êtes connu et vous avez pris des positions fortes au sujet des différents conflits armés qui ont affecté d'abord l'Europe, puis le Moyen-Orient, puis à nouveau l'Europe, malheureusement. Et donc nous avons invité car nous souhaiterions bénéficier de votre éclairage au sujet de l'évolution de la nature, de l'intensité des influences, des interférences et des ingérences étrangères en France, et en particulier, et c'est l'objet des auditions d'aujourd'hui, des menaces qui pèsent plus précisément sur les libertés académiques, sur le monde de l'expertise et sur la crédibilité de ce qu'on appelle les think tanks, donc les centres de réflexion qui participent dans nos démocraties à l'éclairage des décideurs, des législateurs, des agents publics, mais aussi tout simplement de nos concitoyens. Il est vrai qu'avec le développement des chaînes d'information continue et du changement du mode d'organisation des débats publics, le rôle des experts, des personnalités liées à ces centres de réflexion est tous les jours plus important. Donc c'est important de comprendre comment cela fonctionne, en toute transparence évidemment, de protéger la liberté de travail et la liberté d'opinion des personnes qui travaillent dans ces centres et qui éclairent l'opinion publique, et aussi de veiller à ce qu'ils ne soient pas gênés dans leur travail par des tentatives justement d'ingérence étrangère, évidemment. Et donc c'est votre éclairage, votre expérience qui seront particulièrement intéressants sur ces différents sujets. Cette audition n'est pas en huis clos, elle est publique, elle est donc retransmise en direct sur le portail de l'Assemblée, elle est aussi suivie par la presse, elle sera ensuite consultable à la demande sur le site de l'Assemblée. Monsieur Terzer, je vous rappelle qu'au titre de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les personnes auditionnées par une commission d'enquête parlementaire doivent prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Aussi, je vous invite à lever la main droite et à dire « je le jure ». Monsieur le Président, je le jure. Je vous remercie. Je vous propose d'avoir la parole pour une quinzaine de minutes pour un propos liminaire sur votre sentiment sur les sujets de cette commission, sur les sujets que j'évoquais avec vous en introduction. Et ensuite, vous aurez les questions de votre serviteur, de Madame la rapporteure et des commissaires présents. Dans la mesure du possible, essayons de tenir les délais. Je vous remercie. Je vous laisse la parole. Oui, voilà, pardon. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, merci de me donner l'occasion, effectivement, de m'exprimer devant votre commission, dont je mesure l'importance et le caractère sensible. J'essaierai de résumer assez rapidement mon propos, peut-être avec quelques mots d'introduction, en disant que, d'abord, les questions internationales, je les suis évidemment depuis plus d'une vingtaine d'années, peut-être même plutôt de trentaine, avec évidemment une focale assez particulière, notamment sur les questions de l'ex-bloc soviétique, également sur le Moyen-Orient, la Syrie, tout en regardant aussi quand même ce qui se passe plus à l'Est encore, notamment en Chine, mais dont je suis moins spécialiste que d'autres personnes. J'ai également eu l'occasion, à l'occasion de 2 des 3 rapports officiels que j'ai remis au gouvernement il y a déjà plusieurs années, de travailler sur les stratégies d'influence et également de contre-influence. J'ai pu mesurer, évidemment, surtout en travaillant depuis
2011, à partir du début du conflit en Syrie, c'est-à-dire de la répression du régime Assad contre son peuple, soutenu d'ailleurs par la Russie et par l'Iran, la Russie étant intervenue militairement à partir de l'automne 2015 et à partir de la guerre qui a commencé maintenant il y a 9 ans, en 2014, avec l'invasion du Donbass et l'annexion de la Crimée. J'ai pu mesurer évidemment d'assez près les différents types d'influence. Celle-ci me paraît assez bien documentée. Bien sûr, elle ne concerne pas que les pays que j'ai mentionnés, évidemment beaucoup d'autres, y compris un certain nombre d'autres pays du Golfe notamment, ou encore l'Azerbaïdjan, la Turquie. Et on s'aperçoit qu'un certain nombre de personnes, porteurs d'ailleurs de ces propos de propagande, peuvent parfois embrasser plusieurs causes en même temps, même si elles sont de temps en temps contradictoires. Ça, je crois que c'est une première chose que je voulais dire dans une brève introduction. Et je trouve que, pour avoir, avec d'autres, sonné l'alerte depuis un certain nombre d'années désormais, je trouve que le risque de ces ingérences étrangères, que j'essaierai de décrire, a été très largement sous-estimé, sous-évalué, minimisé. Et que du côté du pouvoir public, il n'y a pas eu d'attention, là aussi, malgré quand même un certain nombre de signaux forts qui ont pu être envoyés. Et je ne suis même pas toujours certain que un certain nombre de ces signaux soient parfaitement pris en compte. Je rappellerai aussi, dans cette brève introduction, qu'il y a quand même plusieurs raisons pour lesquelles un certain nombre de personnes deviennent des agents d'influence, ou en tout cas des porteurs d'une influence étrangère. Et ça me paraît important de les avoir toutes en tête. Il y a bien sûr tout d'abord l'idéologie, ou les convictions, ou parfois, je dirais, l'innocence, ou la naïveté. Ça peut exister. Il peut exister également, c'est la deuxième hypothèse, un certain nombre d'intérêts directs, avec une rémunération à la clé. C'est-à-dire que des personnes sont payées pour propager des intérêts ou des récits qui sont assez avantageux pour ces puissances étrangères, notamment la Russie. On pourra en donner évidemment quelques exemples. Ensuite, vous avez, troisième élément, un intérêt qui peut être lié à une entreprise, tout simplement parce qu'un certain nombre de personnes travaillant pour des entreprises étrangères, surtout dans un certain nombre d'États où ces entreprises sont très largement contrôlées par l'État, ou en tout cas nouées à cet État ou à ces régimes, peuvent avoir un intérêt aussi direct à soutenir l'État qui héberge, si j'ose dire, ou qui contrôle, ou qui commande ces entreprises. Après, vous pouvez en avoir un certain nombre d'autres qui peuvent être le compromat, qui est quelque chose d'assez bien connu, malgré tout, mais qui existe, c'est-à-dire la menace d'un État étranger de révéler certains éléments de la vie privée d'une personne, notamment, je ne parle pas uniquement de relations interpersonnelles, mais aussi usage de drogue, ou comportement illicite, trafic, ou ce genre de choses, ça peut être une cause. Et puis parfois, ça peut arriver aussi, j'ai bien sûr quelques exemples en tête, le fait que pour certaines personnes qui sont parfois disqualifiées dans leur pays, ça devient également aussi une source d'emploi en quelque sorte unique, parce que certain nombre de personnes auraient peut-être du mal à se reconvertir dans un métier normal dans leur pays, et c'est quelque chose qui existe aussi. J'essaierai d'insister sur 3 points après cette très brève introduction. D'abord, j'essaierai de dire quels sont, à mon sens, les modes les plus usuels de ces influences étrangères. Deuxièmement, j'essaierai de voir quelles sont les difficultés juridiques qui se posent et qu'il ne faudrait absolument pas minimiser. Et enfin, excusez-moi, peut-être parce que je suis aussi quand même fonctionnaire, j'évoquerai des choses assez concrètes, des pistes d'action. C'est pas pour rien que j'ai fait un certain nombre de rapports à la puissance publique, au gouvernement, au pluriel d'ailleurs, à des gouvernements très différents. Et j'essaierai de me centrer sur quelques pistes de recommandations qu'éventuellement je laisserai le soin à la commission d'étudier, sur lesquelles nous pouvons évidemment discuter. Alors tout d'abord, quels sont effectivement les modes principaux par lesquels s'exerce cette influence ? Premier élément, premier point d'observation, c'est la reprise systématique par un certain nombre de personnes de récits du pouvoir russe. Qui pourrait être, c'est une suspicion qu'on peut dans certains cas avoir, pas toujours bien sûr, il ne faut pas non plus soi-même être animé d'un esprit complotiste, qui peuvent évidemment parfois se comprendre par un intérêt direct, c'est-à-dire financier, pour ce faire.
C'est quelque chose que l'on voit de manière assez régulière. Alors, vous avez deux types de propagande. Il y a ce que j'appelle régulièrement la propagande dure et la propagande douce. La propagande dure, elle est assez visible, y compris pour un certain nombre de personnes qui aujourd'hui sont en Russie, qui diffusent depuis la Russie, voire qui ont acquis la nationalité russe. Ce sont évidemment toutes les fausses choses possibles sur les nazis à Kiev, sur le fait qu'il n'y a jamais eu d'attaque chimique du régime Assad contre son peuple, que en fait la Russie n'a fait que répondre à une attaque ukrainienne, que c'est l'OTAN qui évidemment a tiré le premier, enfin bon, des choses qui sont évidemment totalement fausses et invraisemblables. Mais vous avez aussi des formes beaucoup plus perverses quand on les étudie de près depuis longtemps, bien avant le 24 février 2022, de propagande douce. C'est-à-dire que des gens qui vont dire oui, oui, certainement, nous n'approuvons pas M. Poutine, nous n'approuvons pas cette guerre qu'il a lancée, mais regardons les fautes de notre côté. Vous savez, les choses ne sont jamais ni blanches ni noires. Et puis quand même, le gouvernement ukrainien n'est pas exempt de tout reproche. Et puis, voyons également quand même que si nous continuons à livrer des armes à l'Ukraine, ça va encore accentuer les souffrances du peuple ukrainien. Et puis, il n'y a jamais que des solutions diplomatiques, et puis les solutions militaires, ce n'est pas possible, etc., etc. Je pourrais évidemment, j'en ai fait dans certains articles une longue liste, je les tiens évidemment à votre disposition. Vous avez ce type de récit. Quand ils sont répétés de manière importante par des personnes, on peut se dire qu'il y a effectivement probablement une soupçon, en tout cas une possibilité de compromission. La deuxième action, qui est beaucoup plus, là aussi, repérable, mais qui est évidemment extraordinairement, j'y reviendrai, difficile à démontrer, c'est directement l'affluence auprès de dirigeants qui prennent ou sont amenés à prendre des décisions, ou parfois d'ailleurs des non-décisions, nous en revions même, sur des grands sujets de politique étrangère, et notamment sur la relation avec des puissances étrangères, notamment bien sûr la Russie, mais ça peut s'agir également de la Chine, de la Syrie, de l'Azerbaïdjan, de la Turquie, de certains États du Golfe, etc. Bien sûr. Moi, je me concentrerai plutôt évidemment sur les sujets que je connais un peu mieux. Des personnalités qui, parce qu'elles sont anciens premiers ministres, anciens ministres ou personnalités influentes, peuvent avoir un accès direct à tel ou tel président de la République, tel ou tel premier ministre, tel ou tel ministre ayant un rôle important. Comment démontrer évidemment que ces personnes le font par intérêt, c'est-à-dire qu'elles ont été fortement sollicitées pour ce faire, ou si elles le font uniquement par conviction, ce qui est évidemment le droit dans un pays de liberté absolument fondamental. Je reviendrai sur la difficulté de tout cela, mais c'est vrai que dans un certain nombre de cas, nous avons sans doute un certain nombre de convergences, d'éléments convergents, qui nous permettent de penser qu'il y a peut-être au moins une investigation qui est utile. Troisième volet de l'influence, c'est l'action de déstabilisation d'un pays pour le compte d'une grande puissance. Je crois que ça a été évoqué par Madame Vessier tout à l'heure, puisque j'ai suivi la fin de son audition. Mais disons qu'il y a une pratique courante, d'abord de l'Union soviétique, mais encore plus de la Russie actuelle, amplifiée évidemment par les réseaux sociaux, par la multiplication des sources d'information, des sources Internet, etc., d'appuyer en quelque sorte là où ça fait mal. Et vous avez, c'est parfaitement documenté, vous connaissez le fait que la Russie a amplifié des mouvements dont elle n'est pas à l'origine, soyons parfaitement clairs, qui peuvent être aussi divers que les Gilets jaunes, la protestation contre les vaccins, le mouvement dit anti-vax, les protestations contre le pass sanitaire, et dans d'autres pays, le mouvement anti-migrant Pegida, en Allemagne, mais aussi d'autres causes très diverses. Et encore une fois, peu importe qu'on soit favorable ou non à cette cause, comme Occupy Wall Street, voire même Black Lives Matter aux États-Unis. Et il y a des éléments concordants, des enquêtes qui montrent qu'il y a eu des sources de propagande russe, non seulement les anciennes chaînes du Kremlin, mais un certain nombre d'autres relais, dont je pourrais évidemment parler, qui ont cherché à amplifier considérablement ces phénomènes, encore une fois, même si ils ne les ont pas fait naître. Il y a bien sûr le Brexit également. Ça, je trouve que c'est très intéressant parce que vous pouvez voir que dans une société qui devient très conflictuelle, fracturée, avec peu de confiance, vous avez une tentation de ces pouvoirs d'accentuer en quelque sorte tout ce qui crée des tensions, tout ce qui crée du dissensus,
tout ce qui provoque de l'angoisse, et également, et là le discours n'est pas totalement neutre, tout ce qui installe la confusion entre la dictature et la démocratie. On se rappelle les phrases d'ailleurs assez ironiques de Vladimir Poutine, après un rapport du contrôleur général des prisons qui dénonçait l'état pitoyable de nos prisons, ce qui est vraiment vraisemblablement, ce qui est tout à fait d'ailleurs avéré, mais qui disait, vous voyez la France, l'état des prisons, c'est terrible. Quand on regarde d'un peu près l'état des prisons russes et les pratiques dans les prisons russes, même si les nôtres ne sont sans doute pas exemplaires à bien des égards, on n'est pas exactement dans le même monde. C'est un exemple, il y en a d'autres, quand un certain nombre de personnes ont, à propos du pass sanitaire, là aussi, quoi qu'on en pense, quels que soient les débats qui ont entouré ce sujet, et qui disent « mais nous entrons dans une ère de dictature sanitaire », ou qui disent que le régime actuel, là aussi, quoi qu'on en pense, soit est une dictature, on mélange les mots. Et du coup, ça entraîne un effet de relativisation de ce que sont les véritables dictatures, comme par exemple la Russie, la Chine populaire, ou un certain nombre d'autres pays à travers le monde. Et c'est quelque chose qui est très connu d'ailleurs dans la propagande russe et qui est bien documenté. Ce n'est pas nécessairement faire croire à une réalité inverse, mais semer la confusion entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Quatrième volet, vous avez également un certain nombre de cas où vous avez un soutien à des personnalités ou des campagnes politiques par une puissance étrangère, et inversement, ce qui est peut-être encore plus préoccupant, le relais de fausses informations ou la divulgation d'un certain nombre d'éléments de personnalités qui sont supposées moins favorables à ces puissances. Je crois que l'exemple des Wikileaks, des Macron, ce qu'on appelle les Macron Leaks, a été cité avec le rapport de Jean-Baptiste Jean-Genvillemer, directeur de l'IRSEM à l'époque. On pourrait parler également de tout ce qui s'est passé aux États-Unis, avec évidemment les fuites sur les emails de Mme Clinton pendant sa campagne, les attaques contre Mme Clinton, un certain nombre d'ailleurs de nouvelles complètement fausses, d'histoires invraisemblables qui ont été rapportées sur son compte, ou un certain nombre de personnes de son équipe et du Parti démocrate américain. Ce sont des éléments qui sont là aussi tout à fait classiques et dans un certain nombre d'États, ça s'est avéré en 2016 lors de la campagne de Donald Trump, certains États ont vraisemblablement, compte tenu du système électoral américain, pu basculer à cause sans doute de ces campagnes de dénigrement. Et puis cinquième volet, dernier volet, vous avez également un volet, tout ceci n'est pas d'ailleurs complètement exclusif, évidemment, l'un par rapport à l'autre, vous avez également un certain nombre de créations actives d'officines, de sites Internet, de faux nez, de faux think tanks, fausses organisations, fausses ONG, qui régulièrement poussent un certain nombre de récits extrêmement favorables au Kremlin et qui sont relayés par les réseaux sociaux. Vous avez un certain nombre aujourd'hui d'organes de presse qui sont manifestement totalement favorables au Kremlin et qui diffusent tous les récits de propagande de ceci. Je pourrais bien sûr répondre plus précisément, si vous le souhaitez, sur ce point. Et également, même sur Twitter, par exemple, vous avez un certain nombre de sites d'information où parfois ils se prénomment, ou ne se prénomment pas d'ailleurs, de réinformation, où réinformation était en général un bon indicateur, mais sites soi-disant d'information qui vont mélanger des nouvelles, comme par exemple quelque chose de totalement banal, la météo, un fait divers, un accident de la route ou je ne sais quoi, et puis dès qu'il s'agit de politique étrangère, vont immédiatement reprendre des récits. Et on n'a pas du tout de visibilité évidente de ces sites, alors que pour Russia Today ou Sputnik, on l'avait, reprendre des récits extrêmement favorables, évidemment, au Kremlin. Ça, c'est le premier volet. Je voulais insister pour faire un peu cette typologie pour qu'on soit bien clair. Deuxièmement, vous avez un certain nombre de problèmes juridiques sur lesquels je voudrais insister. La première grande difficulté, c'est que lorsque vous avez le cas d'une personnalité importante qui peut tenter d'influencer une autorité de ce pays, ça s'appelle du trafic d'influence passif, qui est régi par un certain nombre d'articles, je ne vais pas vous citer, je les ai là, évidemment, du Code pénal, il y en a 3 en particulier, qui sont particulièrement intéressants. Et que vous constatez que la personne qui est susceptible d'influencer une autorité publique française a des liens
importants avec la Russie, des contrats importants avec des entreprises russes, parle dans une conférence avec une rémunération assez confortable, disons, organisée par un fonds russe. Vous vous dites, effectivement, est-ce que cette personnalité-là n'a pas essayé de tenter, est-ce que ce n'était pas en échange d'une rémunération pour faire autre chose? C'est extrêmement difficile à démontrer. Vous avez, la presse en a fait état, des enquêtes qui ont été lancées, notamment par le parquet national financier. Je n'ai pas, évidemment, moi, à me prononcer sur le fond de tout cela. J'en suis tout à fait incapable. Mais vous voyez que la difficulté, le rapport de causalité est très compliqué. Et je reviendrai sur les propositions, comment essayer de mieux établir les choses. Comment essayer, en tout cas, de mettre en place des mécanismes de prévention. Deuxièmement, vous avez encore cette difficulté également pour un deuxième délit, qui même dans certains cas peut être un crime, mais enfin c'est en général un délit, qui est l'intelligence avec l'ennemi, avec une puissance ennemie. Vous allez avoir des difficultés très concrètes, là aussi, à trouver effectivement le bon critère d'incrimination pénale sur ce point, parce que même si concrètement ce qui est noté dans l'article notamment 411.5 du Code pénal est assez explicite, il s'agit d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère, ou sous contrôle étranger, ou avec leurs agents, qui puissent nuire aux intérêts fondamentaux de la nation. Et la définition qui se trouve à l'article 410.1 du Code pénal est très large sur ce que sont ces intérêts fondamentaux de la nation. Et dans un certain nombre de cas, je pense que l'usage, effectivement, pourrait être un tout petit peu précisé, et en tout cas mériterait peut-être une réflexion. En tout cas, en ce sens, j'y reviendrai. Enfin, vous avez une grande autre difficulté juridique, c'est que, très concrètement, dans un certain nombre de cas, même dans la majorité des cas, le fait de travailler pour une puissance étrangère n'est pas un délit. Vous avez parfaitement le droit, sauf si vous êtes, bien sûr, je crois, vous savez mieux que moi, parlementaire, ou ministre, ou aux fonctionnaires d'ailleurs, civils ou militaires. Si vous êtes retraité, y compris retraité aujourd'hui de la fonction publique, ou ancien parlementaire, ancien ministre, etc., vous pouvez parfaitement faire du lobbying, de la communication, du conseil pour un État étranger ou une entreprise directement ou indirectement sous le contrôle de cet État. Et je pense que c'est l'une des grandes limites, c'est qu'aujourd'hui, nos instruments juridiques, et c'est probablement un problème, ne permettent pas complètement d'appréhender un certain nombre de cas de personnes qui poussent en faveur de telle ou telle puissance étrangère. Et je pense que c'est un vrai sujet aujourd'hui, et probablement faudra-t-il le corriger, j'y reviendrai. Quatrième difficulté, c'est que très concrètement, les enquêtes indépendantes, par des journalistes, par des personnalités de la société civile, des membres de think tanks, d'organisations, d'ONG, sont extrêmement compliquées en raison des risques que cela représente pour elles. J'entends risque concrètement judiciaire. Il se trouve que j'ai été moi-même l'objet de 4 plaintes de 2 sources différentes par des personnalités ou une entité, pour le coup directement liée à l'État russe, mais une autre qui propageait des récits qui étaient totalement dans la ligne du Kremlin et d'ailleurs du régime Assad, procès d'ailleurs que j'ai gagné, dans un cas en première instance et dans l'autre à la fois en première instance et en appel. L'un venait de l'ancienne chaîne Russia Today France, l'autre venait d'Olivier Berrouillet, patron du site Les Crises, qui d'ailleurs avait le même avocat que Russia Today. C'est intéressant, et qui a lancé un certain nombre d'attaques contre une série de personnalités, de même que cette chaîne, Russia Today, contre un certain nombre de personnalités, y compris d'ailleurs Madame Vessier qui était auditionnée avant moi, d'autres personnes, et de même Russia Today a lancé une douzaine d'accusations. Le vrai problème, c'est que un certain nombre de journalistes, après ces affaires-là, qui ont rendu largement publiques, surtout d'ailleurs pour la deuxième, avec une tribune dans Le Monde notamment, c'est que des journalistes, ou notamment freelance, pas des journalistes de grands médias, qui eux sont en général couverts, m'ont dit, mais après ce qui vous arrive, nous n'osons pas
lancé d'enquêtes sérieuses. Nous n'osons plus écrire. L'objectif recherché par ces personnes, enfin, physiques ou morales, était en quelque sorte atteint. Parce qu'un procès coûte évidemment un peu d'argent, que dans la pratique des juges français, que je ne vais certainement pas critiquer, mais la pratique des juges français est de ne pas accorder des compensations ni des incriminations, enfin des dommages et intérêts élevés. Dans le premier cas, M. Berruyer a été condamné à 2 fois 2 000 euros, je dirais, dans ses affaires. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà exceptionnel. Dans Rochatoudé, aucune des personnes qui a été relaxée, dont moi, n'a reçu la moindre indemnité, alors que ce sont quand même des affaires extrêmement lourdes. Et il y en a eu d'autres, etc. Bon, tout ceci pose évidemment des problèmes extrêmement sérieux, je dirais, parce que les gens sont en quelque sorte dissuadés. Parce que vous avez des menaces qui sont adressées régulièrement. On a vu d'ailleurs, j'ai eu d'autres occasions de voir que soit moi-même, soit d'autres personnes ont dit mais si vous dites des choses sur nos liens supposés avec une puissance étrangère, eh bien nous allons vous attaquer. Et évidemment personne n'aime ça. C'est extrêmement coûteux, ça prend du temps, c'est pas nécessairement très agréable non plus, enfin, etc. Donc ça c'est un quatrième problème. Et le cinquième problème, effectivement, c'est que vous avez, à mon avis, un vrai problème d'accès aux sources pour un certain nombre de personnes qui ont des métiers de consultants en raison de l'extension de la législation sur le secret des affaires. Je ne vais pas détailler ce point, je ne suis pas un avocat spécialiste du secret des affaires, mais je crois que c'est un sujet absolument majeur. Et je crois que nous aurions vraiment intérêt, me semble-t-il, à lever les choses. Et je terminerai par 7 pistes d'action possibles. Premièrement, je crois qu'il est très important de connaître. Connaître, je veux dire, toutes les personnes qui travaillent sur les différentes zones géographiques, sur des pays tels que la Russie, la Syrie, la Chine, l'Azerbaïdjan, la Turquie, les États du Golfe, etc., ont évidemment parfaitement repéré un certain nombre d'entités ou de personnes physiques qui sont les relais de ces propagandes. Donc il y a des suspicions. Ça ne veut pas du tout dire que ces personnes sont coupables de quoi que ce soit, puisqu'encore une fois, ça peut être parfaitement légal. Ça ne veut pas dire non plus d'ailleurs qu'elles fassent cela pour de l'argent, ça peut être par idéologie ou conviction, etc. Mais vous avez quand même un certain nombre, je dirais, de sources d'informations ouvertes qui, me semble-t-il, ne sont pas totalement exploitées. Et ça joue évidemment pour à la fois des journalistes, un certain nombre de leaders d'opinion, comme on dit, et des anciens fonctionnaires civils et militaires qui régulièrement diffusent, je dirais, ce genre d'informations favorables à une puissance étrangère. Et quelque chose que j'avais suggéré moi-même au gouvernement déjà en 2016, pour vous dire, j'avais suggéré que l'on mit en place une structure interministérielle de recueil et d'investigation, ouverte aussi, je dirais, après à des lanceurs d'alerte, je ne sais pas comment il faut les appeler, il y aurait une procédure, qui comprendrait, soyons parfaitement clairs, le coordinateur du renseignement, ça paraît à peu près normal, les 2 services de renseignement intérieur et extérieur, des GSE et des GSI, mais également la Direction générale des finances publiques, parce qu'elle a quand même une information sur, évidemment les dossiers fiscaux des personnes, c'est quand même une excellente source, plus les douanes, la police nationale, une cellule spécifique au sein du ministère des Affaires étrangères, etc. Il y en a quelques autres, évidemment, qu'on pourrait mentionner, dans un cadre d'une coopération internationale. Et je pense qu'on a un certain nombre de cas, déjà aussi, en mettant en place cette structure, cette coordination, avec un mandat de recherche clair, avec un recueil d'informations, il serait quand même possible au moins d'élucider un certain nombre, voilà, et peut-être, encore une fois, il ne s'agit pas de condamner nécessairement, mais en tout cas de repérer un certain nombre de choses. Je crois qu'il peut y avoir un certain nombre, alors pour évidemment un certain nombre de personnes qui pourraient avoir été payées par de l'argent liquide, c'est parfois plus difficile, mais enfin le fisc a quand même un certain nombre de moyens malgré tout de faire des recoupements et de savoir des choses. Et puis vous avez quand même un certain nombre d'indications qui sont porteuses de soupçons, notamment lorsque vous avez des montages financiers complexes, parce qu'évidemment la plupart de ces personnes ne reçoivent pas directement de l'argent, je dirais, du trésor public russe ou chinois ou azéri ou que sais-je encore. Tout ceci passe souvent par des montages financiers de telle ou telle société, puis telle ou telle société. Donc vous avez une sorte de cascade de sociétés et de rémunération. Et donc vous avez un indice, de même que vous pouvez avoir un indice quand il y a une surrémunération pour un certain nombre de travaux
que, effectivement, disons que le rendu apparent, en tout cas, ne justifie pas. Et ça, je pense que, encore une fois, les services fiscaux sont nettement mieux, je dirais, se connaissent ça beaucoup mieux que moi, mais je pense que ce sont des éléments importants. Donc, premièrement, connaître. Deuxièmement, exposer. Je disais qu'il y avait un certain nombre de cas où, vraisemblablement, il n'y avait absolument aucun délit à reprocher à des personnes, mais le fait, au moins, que les choses soient transparentes permettrait d'apprécier quand même les choses. Si l'on savait que telle ou telle personnalité a des contrats réguliers avec telle ou telle société étrangère, ça permettrait au moins de savoir, prendre une expression qui date un peu de mai 68, d'où parle cette personne, en quelque sorte. Voilà, et je pense que savoir effectivement quels sont les intérêts derrière permet quand même au moins d'avoir une transparence un peu plus grande sur le discours que telle ou telle personne tient. C'est difficile pour l'administration seule, mais encore une fois, la progression des enquêtes, notamment journalistiques, permettrait de rendre les choses plus claires. Troisièmement, rendre transparent sur un autre point. Vous parliez, Monsieur le Président, de la question des think tanks. Je pense qu'il serait tout à fait important de prévoir, dans un texte législatif, que l'ensemble des think tanks, des ONG, des médias, rendent public, sur leur site par exemple, ou par écrit, leur financement. Je crois que ça ferait partie des mesures parfaitement importantes. Quand on voit qu'un certain nombre de think tanks ont pu travailler dans le passé avec des entités situées en Russie, avec des partenariats importants, financiers bien sûr, j'entends, je pense que c'est important de bien que chacun connaisse les sources. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que c'est interdit, mais je pense que cette transparence permettrait aussi de mieux comprendre ces ingérences étrangères, ou en tout cas ces discours qui viennent de l'étranger. Il ne s'agit pas, là aussi je précise bien, il ne s'agit pas de les interdire, mais je pense qu'une grande partie des problèmes que nous avons avec les ingérences, c'est leur caractère dissimulé. Quand les choses deviennent claires, elles sont claires. Quand elles restent dans l'ombre, qu'elles sont occultées, et souvent volontairement occultées et dissimulées, c'est là que je pense les risques d'ingérence deviennent les plus importants. Quatrièmement, je pense qu'on pourrait progresser en interdisant beaucoup plus strictement les conflits d'intérêts potentiels. Il y a une législation américaine qui, je pense, est en train d'être votée, si j'ai bien vu, mais je ne suis pas sûr, je pourrais trouver une actualisation, qui me paraît tout à fait intéressante. C'est l'interdiction pour les anciens responsables politiques et administratifs, donc concrètement les anciens ministres, présidents, élus, mais également les anciens fonctionnaires civils et militaires, de travailler pour le compte d'une puissance étrangère, soit globalement, restriction peut-être excessive, soit en tout cas pour un certain nombre de pays énumérés. Alors sur quelle base? Bien sûr, je mesure la complexité, mais est-ce que c'est hors Union européenne, hors Alliance Atlantique, hors Conseil de l'Europe? On peut discuter évidemment du périmètre exact, je laisse évidemment l'appréciation de chacun. Parce qu'il y a sans doute un certain nombre de pays qui ne posent pas de problème. C'est-à-dire que si vous avez un contrat, je dirais un ancien ministre, un ancien fonctionnaire fait du conseil pour une entreprise agricole suédoise, je ne sais pas, je dis ça au hasard, je ne vois pas effectivement le problème que cela peut poser en risque d'ingérence. Dans un certain nombre de cas, lorsque vous avez donc des sociétés extrêmement fortement liées au pouvoir politique et au régime en place, les problèmes sont évidemment multipliés. Mais je pense que quand vous voyez dans un certain nombre un ancien responsable des services de renseignement, qui a été, pas le chef, mais qui a été responsable, poste de direction, avoir à l'époque une émission régulière sur Russia Today, cela me pose quand même un certain nombre de problèmes. Quand vous voyez un certain nombre d'officiers généraux ou d'anciens fonctionnaires invités régulièrement à parler, et toujours dans le même sens, dans le cadre du dialogue franco-russe, cela me pose aussi un certain nombre de problèmes. Voilà, on pourra multiplier les exemples, on pourra y revenir. Cinquième volet, protéger. Protéger les lanceurs d'alerte, et en particulier les personnes qui alertent sur, évidemment, un certain nombre de cas potentiels, je dis bien potentiels, d'ingérence. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau.
C'est quelque chose qui a été proposé notamment par la Commission européenne, ainsi que par la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Madame Dunja Mijatovic, qui a en fait des rapports avec un certain nombre de propositions très concrètes. Je ne vais pas les citer toutes, mais notamment dissuader l'agresseur, disons la partie attaquante. C'est-à-dire qu'effectivement, que s'il y a un jugement, je dirais, qui est rendu, qui montre le caractère illicite des poursuites ou non fondé des poursuites, que ces personnes soient condamnées à des dédommagements substantiels, voire à des amendes civiles en cas de procédure répétée. Ce qu'on appelle, dans le jargon, pardon, c'est en anglais, mais ce qu'on appelle procédure Bayon, c'est connu sous l'acronyme de SLAPS, Strategic Lawsuits Against Public Participation, enfin c'est là-dessus qu'on se base. C'est effectivement quand vous avez quelque chose qui est répété. Et dans les deux cas que je citais tout à l'heure, il y en a d'autres, vous avez eu manifestement une volonté de déstabiliser plusieurs personnes, de manière régulière et répétée. Que troisièmement, il y ait également une garantie, notamment pour les personnes qui sont attaquées, de bénéficier d'une forme améliorée de protection judiciaire, et notamment de prise en charge des frais de procédure. Je crois que ça aussi, ça fait partie des choses qui sont tout à fait importantes. Enfin, il y a quand même un aspect important, parce que j'ai pu moi-même apprécier, c'est aussi, je pense qu'il y a un certain nombre de juges qui ne sont pas vraiment au courant de tout cela, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Je pense qu'une formation, effectivement, sur ces tentatives, notamment d'États étrangers, il n'y a pas que des États dans les procédures Bayon, il y a aussi des grandes entreprises qui attaquent des petites ONG, enfin, il y a beaucoup d'autres exemples, bien sûr. Je pense que ce serait tout à fait adéquat. Sixièmement, étendre, à mon avis, les champs de l'illégalité sur les deux volets que j'avais rapidement mentionnés tout à l'heure. Tout d'abord, le trafic d'influence. Je pense que le trafic d'influence, aujourd'hui, il est extrêmement difficile à prouver. Il est limité, évidemment, au cas où une personne parlerait à une autorité supérieure de l'État, responsable des domaines régaliens notamment, le président de la République, évidemment principalement, mais à quelques autres ministres. Je pense que si le trafic d'influence s'exerçait également à la prise de parole publique, je pense qu'on aurait fait un premier progrès. C'est-à-dire que si des gens sont véritablement payés par une puissance étrangère pour aller sur les médias, quels qu'ils soient, médias véritables ou médias sociaux, reprendre un certain nombre de narratifs qui viennent d'une puissance étrangère et qu'ils sont payés pour le faire, donc ils ne le font pas par pure conviction, je pense qu'il s'agit effectivement d'une forme d'influence déguisée qui n'est pas uniquement auprès des dirigeants, auprès d'une personne dépositaire de l'autorité publique, ou du Parlement, d'ailleurs, puisque le Parlement peut avoir un trafic d'influence aussi vis-à-vis du Parlement. Également, il y a un article spécifique, d'ailleurs, du Code pénal, l'article 435.2, qui prévoit également l'action d'influence auprès des organisations internationales ou donc des assemblées parlementaires internationales. Bon, il y a eu évidemment le Parlement européen, le Qatargate, mais vous avez eu, il y a un certain nombre d'années, également un scandale à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, ce qui s'appelait le Caviargate, avec une influence responsable de l'Azerbaïdjan, en l'occurrence, voilà, qui était tout à fait importante. Donc tout ceci, je pense, mériterait effectivement une protection. Et deuxième volet, effectivement, c'est sur la législation que j'évoquais tout à l'heure, sur notamment la question de l'intelligence avec l'ennemi, où là, je pense qu'il y aurait probablement un toilettage ou une actualisation des textes, évidemment, à opérer pour que l'incrimination puisse être quand même plus facilement opérée, dans la mesure où ce sont quand même aussi les intérêts nationaux, ou les intérêts de l'Europe, ou les intérêts de nous-mêmes dans notre politique étrangère, qui est explicitement cité dans un article du Code pénal, notamment l'article 410.1, qui est évidemment concerné. Enfin, peut-être volet aussi d'amélioration. Il y a quand même un avantage. C'est quelque chose, je sais que c'est assez difficile. Pourquoi je plaide, qui est qu'à partir du moment où l'on désignerait tel ou tel État agresseur et comme étant, me semble-t-il, des actes de nature terroriste, que ces États seraient nommés États terroristes ou sponsors du terrorisme, on change de nature à propos de l'intelligence avec l'ennemi. C'est-à-dire que pourquoi considérer différemment, je sais que c'est un sujet politique, bien sûr, chacun peut avoir son opinion, pourquoi considérer différemment des organisations comme Daesh, Al-Qaïda et la Russie de Poutine,
La vraie différence étant que la Russie de Poutine a tué beaucoup plus de civils que ces organisations terroristes. Tous représentent évidemment une sorte de mal absolu, sans aucun texte. Donc je pense que ça permettrait aussi d'avoir une réglementation peut-être un peu plus affinée et un peu plus répressive sur ce point. Et enfin, dernier volet, 7e proposition, je pense qu'on peut aussi tirer profit dans l'ordre juridique interne de la réglementation sur les sanctions qui ont été adoptées, donc évidemment par à la fois la France, mais fait dans un cadre qui est celui de l'Union européenne, et notamment lorsqu'il pourrait être démontré que de manière certes indirecte, par un cascade de sociétés de financement, telle ou telle personnalité a reçu, donc indirectement, de l'argent d'une société russe ou de l'État russe, ce qui est évidemment totalement exclu par les sanctions qui ont été, je dirais, votées, que cette personne puisse être directement incriminée. Et je pense que c'est une source de réflexion, en tout cas, et d'amélioration de la législation. Voici, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, ce que je voulais très brièvement déclarer. Merci, Monsieur Tenzer. C'était bref, il y avait beaucoup de choses. Donc vous voyez, j'essaie de reformer mes notes et mes papiers pour vous poser les questions. Idoine, ma première question, suite à ce que vous venez de nous expliquer, c'est justement, notamment, vous avez parlé, je crois, d'un rapport en 2016, enfin, c'est pas un rapport, mais une suggestion en 2016 de créer, ou je ne sais pas si c'est bon sur la date, mais une institution, voilà, 2016, voilà, une institution permettant, j'imagine, suite aux élections américaines ou... Pardon, excusez-moi, Monsieur le Président. C'était suite à des problèmes dans les élections américaines, parce que c'était avant les élections françaises. Non, c'était avant. Excusez-moi, c'était avant les élections françaises et c'était sans aucun rapport, je tiens à le préciser, avec le processus électoral. Ah d'accord, très bien. C'était uniquement parce que j'avais observé un certain nombre de personnes qui étaient manifestement en lien avec le Kremlin ou le régime Assad, ou les deux souvent en même temps d'ailleurs, qui diffusaient un certain nombre d'informations ou de récits qui me paraissaient effectivement dangereux pour notre sécurité nationale. Très bien. Merci de cette précision. Et justement, la première question, une des motivations, en tout cas, du fait que le groupe Rassemblement National a utilisé son droit de tirage pour proposer ou choisir plus précisément le thème de cette commission d'enquête, c'est justement que les ingérences étrangères, les soupçons d'ingérence et les ingérences avérées, et les influences agressives, si on ne veut pas se limiter strictement aux ingérences du fait de leur caractère secret et cachés sont compliqués à établir évidemment, sont un poison pour notre démocratie, pour notre souveraineté au sens large, y compris au sens économique, pour la bonne information de nos concitoyens. On a vu dans d'autres pays les processus, la dérive des processus, la corruption au sens propre du terme, des processus démocratiques ou des grands arbitrages économiques à laquelle ces ingérences pouvaient mener, mais aussi la suspicion, non pas forcément généralisée, mais systématisée des électeurs envers leurs décideurs, établissant tous pourris, on connaît bien le tous pourris, alors tous pourris au point de vue interne avec la corruption ou suspicion de corruption interne, puis tous pourris aussi maintenant avec l'étranger, et donc un effondrement de l'intérieur, du lien de confiance entre les administrés, les citoyens, pardon, et leurs dirigeants, mais aussi des responsables économiques qui ont un impact sur leur vie et qui peuvent aussi, au même titre que les décideurs politiques, avoir des comptes à rendre à la population dans des situations de monopole ou dans des situations de services économiques vitaux. Et donc ma question, après cette petite introduction pour rendre mon propos plus clair et sans ambiguïté, c'est comment vous expliquez, avec l'expertise que vous avez et justement les suggestions que vous avez faites en amont de processus qu'on a connus ensuite, que les autorités françaises, enfin, n'avaient pas donné suite à votre proposition, mais d'une manière générale, qu'il n'y ait pas d'équivalent ou de grandes procédures ou de grandes institutions nouvelles qui étaient en charge de lutter contre ces processus d'ingérence, en particulier dans le processus démocratique. Et finalement, alors même si, suite au scandale Cahuzac, cette commission a pu établir, enfin, pu commencer à constater un certain nombre d'améliorations, de processus mis en œuvre, enfin, il ne s'est pas rien passé, mais c'est vrai que ce sont des solutions, des réponses assez séparées, alors pas forcément en silo, mais qui agissent de manière séparée, qui n'ont pas la coordination justement entre les services de sécurité, l'autorité judiciaire, les institutions fiscales ou parallèles aux services fiscaux ou qui ont des liens avec les services fiscaux, qui seraient effectivement capables, en se coordonnant, d'identifier très facilement, ou en tout cas plus facilement,
les personnes ou les institutions compromises. Comment vous expliquez finalement que la réponse globale de nos démocraties, et en particulier de la démocratie française, ne soit pas à la hauteur de la menace dont on parle notamment dans les médias ou qu'on essaie de travailler dans cette commission? Merci, Monsieur le Président. Je crois que j'ai promis de dire la vérité, et donc je le dirai très clairement. Je pense que, premièrement, il y avait, de la part des pouvoirs publics, en général, je ne veux pas caractériser tel ou tel gouvernement en particulier, même si elle existait en partie dans certaines administrations, de mesure ou de conscience du risque que posaient ces ingérences étrangères, et notamment celle sur laquelle je travaillais le plus. Je pense que ça a été très sous-estimé et que les personnes qui alertaient sur le danger que représentait le régime russe, je ne dis pas la Russie, le régime russe, soyons clairs, a été très largement sous-estimé depuis très longtemps. Je fais partie de ceux qui alertent sur ce régime depuis au moins le début des années 2000, enfin 2005, surtout encore plus 2008, 2011, 2014. J'ai trouvé qu'il y avait, de la part, je pense, des gouvernants, d'un certain nombre de ministres notamment, d'élus, de responsables politiques, de responsables de think tanks, académiques, journalistes, bien sûr, vraiment une minimisation. Beaucoup de, même certains amis me disaient mais finalement tu exagères, c'est excessif. Qui après, d'ailleurs, après le 24 février 2022, m'ont dit mais finalement, c'était peut-être pas si excessif que cela. Enfin, ça, c'est autre chose. Je n'en suis pas nécessairement satisfait. J'aurais préféré avoir tort. Je pense que ça a été le premier facteur. Il y a deuxièmement, d'après ce que je comprends, mais je n'ai pas d'éléments probants sur ce fait, mais c'est ce que certaines personnes ont pu me dire, vous aviez eu une concentration notamment des services de sécurité, et pour des raisons qu'on comprend d'ailleurs parfaitement, que je ne vais certainement pas critiquer, sur la menace islamiste radicale. Qui était, parce que les services ne sont pas extensibles, il n'y a pas nécessairement toujours les effectifs nécessaires, les experts nécessaires, etc. Je pense que ça a fortement joué et que, disons que la Russie est passée au deuxième plan. Troisièmement, pour être tout à fait franc, je pense qu'un certain nombre de personnes pouvaient être un tout petit peu inquiètes sur ce que ce genre d'investigation poussée pourrait conduire à trouver. Qu'un certain nombre de personnes pouvaient être directement, pourrait-on dire, dans le collimateur, au moins de ces investigations, sans nécessairement, encore une fois, que ça conduise à une incrimination pénale, soyons parfaitement clairs. Je veux bien préciser, bien distinguer les choses. Et je pense que vous avez quand même une forme de présence des intérêts russes, soit étatiques, soit économiques ou d'influence, qui sont extrêmement profonds au sein de l'État pris globalement français, sauf certaines administrations, encore que, mais certaines administrations certainement, et que ça pouvait en quelque sorte peut-être un peu déranger. Et que surtout, voilà, il y avait trop de personnes, de partis politiques, de tendances politiques, d'opinions par ailleurs complètement diverses. Je ne veux pas du tout focaliser sur ma part, et moi je voudrais être très clair là-dessus. Il n'y a aucun mouvement politique, enfin, ou mouvement, enfin, en tout cas camp politique, parce que ce n'est pas mouvement personne, mais mouvement qui échappe, je dirais, à cette présence. Qui a permis d'ailleurs, et qui ont fait que nous avons eu, me semble-t-il, ce n'est pas l'objet de cette commission, mais je pense une attitude extraordinairement lénifiante, erronée, et je dirais même coupable, vis-à-vis de la Russie dans nos tentatives diverses, à différents moments de rapprochement, ou qui ont conduit à fermer les yeux sur un certain nombre de pratiques, y compris d'ailleurs de la part de certains qui en avaient été directement victimes. Et je pense que ça explique aussi, je le dis très sincèrement, j'ai quelques signes en ce sens, que ça explique effectivement, disons, l'hésitation ou la pusillanimité dans le lancement de ce genre d'enquête. Et encore récemment, quelqu'un me confiait que, voilà, on voyait très bien les obstacles, enfin c'était avant 24 février, mais qu'on voyait un peu les obstacles. Je ne suis pas sûr que ces obstacles soient complètement levés. Merci pour votre réponse. Juste pour
avoir une précision sur, très rapidement, parce que le temps passe vite, parce que je comprends ce que vous dites sur l'argument que les services étaient occupés par l'islamisme, ça je le conçois et je l'entends parfaitement, mais bon, les personnes, depuis notamment l'affaire Cahuzac, les services qu'on a auditionnés, il y a des personnes qui s'en occupent, ils existent. Donc il y a des moyens qui sont, moi je l'estime à titre personnel, et on verra les conclusions de notre commission, qui ne sont pas suffisants, mais ils existent, donc ils auraient pu, même s'ils sont insuffisants, être mis en réseau et travailler ensemble de manière coordonnée, comme vous l'avez proposé, au moins à moyen identique. C'est-à-dire, pour moi, il y a deux choses, pour une fois plus que ce soit clair que votre témoignage soit clair. Il y a d'une part la question des moyens que j'entends, mais les moyens qui existent depuis cette date, même s'ils sont insuffisants, n'ont pas été mis en relation comme vous avez suggéré en 2016. Je suis en fait assez d'accord, Monsieur le Président. Je pense que si je devais hiérarchiser les trois raisons pour lesquelles j'ai dit que les choses ne s'étaient pas faites, je pense que la réticence ou l'absence de volonté de savoir, voilà, a été probablement largement dominante dans ce processus. Et que, effectivement, oui, il y avait un problème de moyens. C'est-à-dire que si on veut vraiment mobiliser, je dirais, sur la connaissance des réseaux russes, il faudrait certainement avoir plus de moyens, mais en revanche, vous avez quand même un certain nombre de personnes, dont certaines auditionnées par votre commission, je dirais beaucoup d'autres aussi d'ailleurs, qui ont, je dirais, une connaissance, qui pouvait être parfaitement sollicitée. Et donc je pense que c'est surtout la réticence, l'absence de volonté de faire, parce que faut savoir que c'est quand même aujourd'hui dans le processus décisionnel français, il faut nécessairement que cette commission, enfin, informelle, hein, je n'ai pas de faire un truc formel, hein, en l'occurrence, bien sûr, enfin disons que cette coordination des services soit voulue au plus haut niveau et coordonnée par un personnage dont j'ai parlé, le coordinateur national du renseignement, dont c'est quand même le boulot. Merci beaucoup sur ce dernier point.